Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il précuire les pommes de terre du gratin dauphinois? Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un'italiana. Bon allez, aujourd'hui on va chanter sur des airs italiens car je ne vous propose rien d'autre qu'un match entre deux plats qui font partie des plats préférés des Français, même s'ils ne le sont pas français à l'origine. Il s'agit des spaghettis bolognaises et de la pâte à la carbonara. De mon côté, j'ai un petit faible pour les carbos, ça tombe bien, parce que Thierry, lui, préfère les bolos. Alors, si les recettes ne sont pas très compliquées, en revanche, il y a quand même des astuces pour réussir des bonnes bolos et des bonnes carbos. Il y a aussi quelques polémiques sur les choix pour les cuisiner. En clair, chaque amateur a sa recette, qui forcément est la meilleure. Et avec Thierry, on va donc se confronter, chacun sa recette, deux invités qui vont nous départager, enfin amicalement. Lors d'une dégustation, ce sera un match amical qui nous emmènera hors des frontières de l'Hexagone, puisque Thierry est parti sur les traces des bolognaises en Émilie-Romagne pour trouver l'inspiration. On peut lire le journal. Hein? On peut lire le journal. Comme elle le disait tout à l'heure, on peut lire le journal au travers. C'est magnifique. De mon côté, c'est dans le Latium à Rome que j'ai cherché ce qui est, paraît-il, l'ingrédient indispensable pour réussir des bonnes pâtes à la carbonara. Qu'est-ce que ça sent bon, oh là 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 là, c'est un voyage là. Je suis déjà dans les montagnes, il y a l'odeur de la cheminée, un peu le poivre, c'est merveilleux ça. En juge arbitre, Raphaël nous livrera quelques expériences, des conseils, aussi bien dans la cuisson que dans le choix des pâtes. Des pâtes dont Jean s'est fait une spécialité, il est installé à Bagnols-sur-Cèze. Il est allé chercher ses filières en Italie pour fabriquer des pâtes à la texture très particulière, des pâtes à la française. Et enfin, parce qu'il y a autant de recettes de pâtes que de cuisiniers, Eleonora Galasso, ambassadrice de l'art de vivre à l'italienne, me guidera pour préparer les vera pasta alla carbonara. Avant de remplacer, une fois n'est pas coutume, ces spaghettis par de fines lamelles de sèche. On pourrait s'y tromper. Ça a l'air scandaleusement délicieuse. Allez, direction les cuisines et normalement, dans une petite heure, vous saurez si vous êtes plutôt bolognaise ou carbonara. Thierry est déjà en place en cuisine. Sa recette étant plus longue que la mienne à réaliser, il doit s'avancer. Mais à mon tour de rentrer dans la course, aujourd'hui match amical autour de la cuisine italienne. Salut les garçons, oh ça travaille dis donc ici. Ça va, Julie, oui. Pas coutume. Bah, tu nous as mis la pression là, avec les nouilles. Bah t'as vu ça un peu? Alors, recette transalpine aujourd'hui. Ouais. Et recette au pluriel. Parce qu'aujourd'hui on se lance dans un match de la pasta, bolo contre carbo. Vas-y. Hein. Et ceci dit, je t'avoue que j'ai pris une très grosse leçon avec Anna Maria. Parce que toi, t'es allé sur le terrain. Je suis allé sur le terrain et c'est vrai que j'ai pris une petite claque sur le museau quand Anna Maria, qui me dit ne respire même pas au-dessus de la pâte. Alors, ce qui est amusant avec ces deux recettes de pâtes, dans lesquelles on va rentrer par l'histoire, par le détail, par les produits, c'est que finalement, elles se sont répandues dans le monde entier. La carbonara, ce sont pratiquement les pâtes les plus connues, bolognaises évidemment, mais elles se sont répandues dans le monde entier à travers finalement une expression qui n'est pas conforme à la recette originelle. Mais encore faut-il être d'accord sur la recette originale. On revient là-dessus tout de suite et puis nous, on va commencer à se préparer. La pasta, une histoire d'amour chez les Italiens.
Et pourtant, il se serait fait voler la vedette par le monde arabo-musulman qui avait déjà pris un peu d'avance sur le sujet en inventant les pâtes sèches, transportables et conservables, à cuisiner en bouillon ou en ragoût, mais aussi par les Chinois qui, en moins 2000, confectionnaient à la main des nouilles de millet. Dès l'Antiquité, les Romains, eux, ne juraient que par les laganas, les fameuses feuilles de pâte qui ont donné leur nom aux lasagnes. Puis au Moyen-Âge, les traités culinaires italiens se distinguent par la place qu'ils accordent aux préparations de pâtes. Macaroni, ravioli, tortelli, gnocchi, longhetti, minutelli, vermicelli, crosetti, autant de noms que de formats et de façons de les accommoder. Et d'ailleurs, chaque région a su colorer ses assiettes de ses variantes. Le ragoût à la bolognaise, un mélange divin de viande de bœuf, de pancetta, de carottes et d'oignons qui a pris racine dans la région d'Émilie-Romagne. D'abord inventé par les Romains, puis associé au tagliatelle, création du chef Zaffarino en 1487 pour le mariage de Lucrèce Borgia, ce ragoût blanc devint rouge avec la tomate tout droit débarquée d'Amérique du Sud au XVIe siècle. Pour ce qui est de la sauce carbonara, la région du Latium en revendique la paternité. Dès le Moyen-Âge, les paysans associent le pecorino romano et le poivre à leur pâte rustique, puis le plat s'enrichit de guanciale, joues de porc, ou pour certains de pancetta, puis enfin d'œufs au XXe siècle. Mais d'où vient le mot carbonara? Plusieurs hypothèses. Des charbonniers italiens, les carbonari, qui auraient mis au point ce plat roboratif avec les ingrédients les plus faciles d'accès en montagne. Ou bien du charbon, tout simplement, parce que ces pâtes sont abondamment saupoudrées de poivre noir. Ou encore des soldats américains, les GI, qui à la fin de la Seconde Guerre mondiale auraient offert aux Romains une partie de leur ration d'œufs et de bacon, donnant naissance à la version actuelle de la carbonara. Bref, ce qui est certain, c'est qu'à défaut d'avoir inventé les pâtes, les Italiens, dès le Moyen-Âge, ont assurément inventé l'art de les mettre en forme et de les cuisiner. Le plus important, c'est de comprendre que dans la carbonara, il n'y a pas de crème. Mettez-vous ça dans le crâne. Moi, pendant longtemps, j'ai fait les carbonara avec de la crème, donc je peux en parler. Et en plus, il n'y a pas de lardon. Et non, puisque traditionnellement, on utilise des charcuteries qui sont faites en Italie. Le guanciale, qui est donc la joue, bas-joue, une partie de la gorge aussi d'ailleurs du porc, et qui n'est pas fumée, qui est seulement salée, séchée, poivrée avec des aromates. Ou la pancetta. Alors on la voit souvent ronde, là elle est ovale, c'est une poitrine, pancia c'est le ventre, poitrine de porc à nouveau qui est roulée, et là aussi seulement salée et séchée mais pas fumée, donc pas de lardon. Voilà. Pendant que tu bosses, moi je vais démarrer parce qu'en fait finalement toi t'as pas forcément le beau rôle parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire les bolognaises, en tout cas plus long. Surtout les miennes. Surtout les tiennes, oui, parce que évidemment Thierry nous a fait la bolognaise Planète Marx. Et oui, et puis avoir envie de se faire des nœuds au cerveau quand c'est fait pour faire des pâtes, c'est peut-être pas la bonne idée. Mais bon, tant pis, j'assume. Alors, moi, je vais me saisir de cette pancetta et je vais la couper. Alors, je vais la couper comment? Parce que là aussi, alors, à partir de maintenant, il va y avoir beaucoup d'écoles. Parce que plus, on a remarqué, les garçons, plus les recettes sont traditionnelles, plus elles sont discutées. Bah oui, forcément, ça se développe. Mais oui, voilà, ça se développe, chacun se les approprie. Alors, il y a ceux qui les coupent en petites lanières en allumettes, il y a ceux qui les coupent en gros dés. Eh bien, moi, je fais 80 grammes d'allumettes, mais allumettes assez épaisses, de pancetta. Et je suis en train de voir que tu m'as volé ma poêle. Donc, c'est pas grave, je vais aller en prendre une autre. Et 80 grammes de dés également de guanciale. Et je trouve que l'équilibre est parfait. Pardon, Eleonora, mais je dois vous dire quand même, je pourrais lui dire tout à l'heure, que mon ami Fulvio Pierangelini, lui, m'a dit qu'on utilisait le guanciale. Alors, les Romains, il va falloir vous mettre d'accord, parce que c'est pas facile pour les Français qu'on est. C'est vrai que c'est très discuté. Je vais accéder à la petite poêle, si tu veux bien. J'ai toujours peur qu'ils me mettent un coup, un coup de sabre. Je suis un docile. Alors, ouais, t'es un docile, t'es un docile. T'es un gentil, docile, je ne dirais pas ça. Alors, hop là. Donc, dans notre poêle, on est bien d'accord, Thierry, qu'on ne met pas de matière grasse, parce que là, quand même, il y a de quoi faire, il y a de quoi fondre. Ce n'est pas tout cela, mais pendant que je discute, Thierry, lui, ne perd pas une seconde et s'avance à grands pas. Il fait revenir des carottes et des oignons hachés très finement et se lance maintenant dans le hachage de sa viande, de la pancetta qu'il m'a volée, du bœuf et un peu de porc.
j'ai mis 60% de poitrine de bœuf légèrement dégraissée. Donc un morceau gras au Un départ. morceau gras, mais je le dégraisse quand même, D'accord, poitrine de d'accord. bœuf. 60% et 40% de porc, gorge et un petit morceau de pancetta. Donc dans les deux cas, viande assez grasse, mais pas que du bœuf, contrairement à Pas ce que qu'on du pourrait bœuf, penser. 60-40 pour moi. C'est vrai que Il y a c'est une des- des caractéristiques de la bolognaise vraiment à l'italienne, c'est qu'elle est rarement, elle contient rarement une seule variété de viande. Hein. C'est souvent du porc, du bœuf, parfois il y a aussi du veau. Exactement. Certains utilisent de la chair à saucisse. Donc, chez votre boucher, vous demandez un bœuf, une poitrine de bœuf par exemple, hachée à la grille, à la petite grille. Petite grille, hein, fine. comme pour le steak haché. Un peu. Comme pour le steak haché. Quant à moi, il est grand temps que je fasse revenir mon mélange de charcuterie, 80 g de pancetta et 80 g de guanciale pour ma carbo façon Juju. Tout ça pour 500 g de pâtes. Et 500 g de pâtes, ça nourrit 4 petits gourmands. Il faut savoir qu'en Italie, les pâtes sont toujours servies en entrée. C'est jamais l'accompagnement d'une viande. Donc mettez-vous ça dans le crâne aussi. Alors, moi, je vais faire fondre ça tout doucement. Et pour le moment, alors dans la compétition Bolo contre Carbo, toi t'es allé à Bologne, Émilie-Romagne contre Latium, moi je suis allée à Rome rencontrer Fulvio. Week-end à Rome, tous les 200 personnes. Florence, Milan, s'il y a le temps. C'est à la faveur d'un voyage gastronomique et touristique dans la magnifique ville de Rome que j'ai retrouvé mon ami Fulvio Pierangelini. Chef de renom qui a longtemps cuisiné en Toscane et en Sicile, il est considéré comme un monstre sacré de la cuisine italienne et adulé par les gourmets du monde entier. Il m'a livré ses adresses favorites et guidé jusqu'à l'épicerie de Marco Roscioli qui regorge des meilleurs produits. Un lieu magique. Fulvio, tu as compris que je dois préparer la carbonara. Mais pas la carbonara à la française avec les lardons et tout ça et la Non. crème. Hein. La vraie carbonara romane. Ici, on est dans le bon endroit. Mais la carbonara, c'est une recette qui vient de Rome au départ. C'est une recette moderne, c'est-à-dire qu'elle est née depuis que les Américains sont arrivés après la guerre, 1945. Ils sont arrivés ici, il y a plein de bacon et il y avait plein d'œufs. On a mélangé les pâtes de l'Italie avec les œufs et le bacon des Américains. La carbonara, avec les œufs dedans, c'est une histoire presque moderne, on peut dire. Dans cette carbonara à l'italienne, aussi moderne soit-elle, qu'est-ce qu'on met? On met de la poitrine fumée, on met... Non, c'est pas de la poitrine. Alors, là, c'est la joue de cochon. Ah, la joue de cochon. cochon. Ah oui, mais qui est quoi? Fraîche, fumée, salée? Je te montre. On va la chercher derrière. Ouais, je veux bien. Je peux repartir avec un morceau alors du coup? Oui. Ah, comme ça, à Paris, je pourrais faire la véritable carbonara. Regarde, Waouh. elle est trop belle. Ça, c'est un produit typiquement romain? Typiquement romain, oui. Tu vois, ça, c'est pas fumé. Mais dans l'histoire, ça se fait à la montagne. Alors, dans l'histoire, il faisait ça et après, il accrochait dans la grande cuisine où il y avait une grande cheminée. Mais à côté de la cheminée. Alors, la fumée qui sortait de la cheminée, ça faisait Oui, c'était pour les sécher, mais ils devaient pour les fumer. sécher et pour les... Mais c'était pas C'est fumé. comme chez nous, tu sais. Ouais. Oui, je comprends, pas volontairement. Oui, Mais c'est très gras en fait, hein. Il y a assez peu de maigre. oui. Ce sont des cochons des races anciennes. Qu'est-ce que ça sent bon, oh là 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 là, c'est un voyage là. Je suis déjà dans les montagnes, il y a l'odeur de la cheminée, un peu le poivre, c'est Aussi. merveilleux ça. Alors, comment c'est taglia? Per lei, comment la taglia? Ouais, merci. Alessandro, il le fait assez gros quand même, hein. Oui, moi, je le fais beaucoup plus petit. Toi, tu le fais à la main ou à la machine? Moi, je fais la machine. À la machine. Mais Une dentelle. Ouais. Mais chacun sa recette, hein. Ça, Thierry va pas me contredire. Mais la bonne, c'est la mienne, quand même, évidemment. Bon, allez, maintenant j'ai tout en main. Je repars avec mon morceau de guanciale, Tu repars avec les ça. conseils de Fulvio. Et là, normalement, je devrais devenir la reine de la pasta carbonara. Ah oui, bien sûr, comme d'habitude. C'est pas l'épicerie de nos rêves, ça, quand même. On C'est avait ça en bas de chez l'épicerie de nos rêves, c'est l'homme qu'il faut connaître quand on parle de cuisine italienne parce que c'est un ambassadeur de cette cuisine, mais alors il a un geste, une précision, avec de l'eau et des pâtes, Fulvio fait la cuisine et c'est exceptionnel. Tu la joues un peu, non? Non, non, mais parce que les Non, on est d'accord Hein, c'est ça, tu poivres, quoi. Tu mets du poivre, en fait. Non, mais c'est important de se faire plaisir, Thierry. Alors, autre particularité de ma recette, c'est que je rajoute quelques cives, quelques ciboules.
Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait conforme à l'origine de la vraie carbonara, mais quand je suis allée à Rome, moi c'est comme ça que je l'ai apprise, avec des petits oignons frais que l'on rajoute au tout dernier moment dans le mélange de charcuterie, et je trouve que c'est très agréable. Alors, évidemment, il faut veiller à ne pas le surcuire, cet oignon. Donc toi Thierry, t'en es où là? Et j'ai laissé revenir mes légumes. Ensuite, je les ai retirés. J'ai saisi la viande hachée. Ouais. Bien saisie. Ça c'est important, même si c'est de la viande hachée, il faut quand même la saisir comme un steak Oui, finalement. sinon elle va devenir grise, c'est pas joli. Et ça va lui donner du goût. Et ça va donner un goût qui est un peu bizarre, enfin, que Accent moi j'aime Maya. moins. Et donc, ensuite, j'ai rajouté ma tomate. J'ai simplement râpé la tomate. Alors la tomate, il n'y en a pas tant que ça finalement, c'est pas Non, une sauce très, tomate à la très, très viande, peu. hein. Ah, non, surtout C'est une pas. sauce à la viande avec un tout Il n'y a petit même peu pas de de tomate. concentré de tomate. Hein. C'est ça, d'accord. Donc j'ai râpé ma tomate pour avoir un peu d'eau, de la tomate et puis un petit peu de chair. Mais très très peu, hein, quasiment pour le kilo, j'ai même pas une demi-tomate. Pour Et permettre la puis cuisson de la viande, quoi, jus de apporte. bœuf ou jus de volaille D'accord. ou du bouillon de veau, peu importe. Et après D'accord. laisser cuire à feu doux. Alors là, Mais- tu laisses mijoter très longtemps. Oui, on doit voir remonter un peu la matière grasse. On doit avoir un peu ce côté décanté, un petit peu de la D'accord. sauce. Donc c'est feu très 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 doux. D'accord. Et tu avec ne une feuille de couvres laurier. pas. Non. Mais Quasiment moi, il y a pas un de... scientifique de la cuisine et un grand chef qui m'ont dit que quand ça sentait bon dans la pièce, souvent c'est que les arômes n'étaient pas dans la casserole. Oui, mais Alors c'est quand pas- on couvre, ça permet C'est parce que ce scientifique s'est pas fait engueuler par Anna, c'est pour ça. Eh ben Anna, justement, on la retrouve à Bologne tout de suite. Anna qui est un peu le... Parce que quand Anna te dit, tu prends le temps, tu t'assois, c'est tout. Eh ben voilà, on s'assoit. On vous emmène vous asseoir à Bologne avec Anna. C'est donc à Bologne, à mi-chemin entre Florence et Venise, que l'on retrouve notre chef parti sur les traces de ces fameuses pâtes à la bolognaise. Bologne, célèbre dans le monde entier pour sa gastronomie, mais aussi pour ses arcades. 666 arches, soit une quarantaine de kilomètres d'arcades dans la vieille ville, c'est le record du monde. C'est tout naturellement que Thierry retrouve à l'ombre de celle-ci Massimo Spigaroli, chef étoilé comme lui, qui va lui servir de guide. Ouais, bien, je fais bon voyage. Et Massimo a bien l'intention de faire découvrir son Bologne à notre chef. Je sens ici qu'il y a une vraie culture de la transmission, quoi. Oui, on a encore des personnes qui ont les goûts dans la bouche et dans la tête. Ce sont deux choses importantes, et dans les bras pour faire la pâte. Mais nous sommes attendus, direction la trattoria d'Anna Maria, sous les arcades forcément, pour découvrir ce temple de la pasta à la ragoût. Thierry, Thierry, ça c'est une icône de la gastronomie de Bologne. Ici, on sent le goût de l'ancienne ville de Bologne, de la famille, l'identité de la cuisine. E non so far altro. Elle dit qu'il est fille de paysans, mais qu'il ne sait pas faire autre que faire de bonnes cuisines, de bons plats, de bonnes choses, c'est ça. Non so far altro. Et l'identité, c'est derrière, en cuisine, qu'on la sent le mieux. ah oui, ah là là, c'est beau. Ah oui, oui, oui. Comme dit le chef, quand ça sent bon, c'est plutôt bon signe. C'est du bœuf et du... C'est pas che carne usa. Manzo e maiale. C'est du porc Due parti di et manzo, una bouffe- parte et di de bœuf. maiale. Un tiers de porc, 2 tiers de bœuf et surtout un bouillon plutôt conséquent et riche en volaille et en légumes. C'est pas un vain mot de dire qu'il y a un secret de fabrication, parce que là, on en sent toute la puissance. Nous, Français, on a souvent associé la sauce bolognaise à un restant de viande qu'on voulait passer. Or que là, dans la recette de cette maison, c'est l'idée d'un ragoût qui est fait spécialement pour accompagner la pâte. Dans la pièce d'à côté, voici l'atelier pâtes. 50 ans qu'Anna Maria y travaille, tous les jours. Près de 20 ans pour son employée, Nicolette. La recette est simple, de la farine et des œufs, 10 au kilo. Le reste est à faire de tour de main. On dirait qu'elle a la mémoire au bout des doigts, quoi. Elle touche la texture et elle va sentir, à mon avis, quand la pâte va être à point. Là, je prends une leçon de pâte fraîche, nous qui rêvons toujours d'avoir la machine adéquate pour faire les pâtes fraîches. Or qu'on voit que là, le geste est largement aussi important. Et puis deuxième leçon, c'est la tagliatelle, c'est-à-dire que
moi, immédiatement, réflexe français, spaghetti bolognaise, or que là, non, c'est tagliatelle bolognaise. È pronta solo quando è liscia e come il seno di una donna. Ah. Sì, ma è la verità. Alors, il a dit qu'il est prêt quand il est lisse comme le sein d'une femme. Sì, sì. Ouais. Così. La comparaison est intéressante, c'est vrai. Et le choix des tagliatelles ne se fait pas par hasard. Cette pâte aux œufs et à la forme plus large absorbera mieux la sauce que les spaghettis, qui eux sont confectionnés sans œufs. Encore faut-il étirer la pâte. Quando è venuta? Tu vois, moi, je n'ai pas la dextérité. Tout à l'heure, quand elle passait la main, ah, redresse. Ah, ouais. Non va bene la bocca così. On ne doit pas parler sur la pâte. Ça, c'est important. Nicoletta reprend la main sous l'œil vigilant mais affectueux d'Anna Maria. Invece io avevo visto che lei era capace. Allora ho detto, tu lei ha detto lo fai. No, io non sono capace di fare così, no. Lì. Fai lì. No, sì. Guarda, è bravissima. Reste à découper nos tagliatelles, mais avant cela, quelques minutes sous un ventilateur permettent d'accélérer le séchage. Et on voit la main. Certo. On peut lire le journal. Hein? On peut lire le journal. Comme elle le disait tout à l'heure, on peut lire le journal au travers. Come no? Sì. C'est magnifique. Une fois que tu as vu ça, tu manges plus jamais les pâtes de la même façon. On va couper, on peut faire la pâte plus fine. Ça s'appelle tagliolini. Et après, on peut faire la tagliatelle. Ils sont très fins, hein? Oui, c'est très très fort. Regarde. Ce qui est extraordinaire, c'est encore une fois la maîtrise du geste. On a des tagliatelles qui sont exactement de la même taille. Allez, après une telle leçon, reste à goûter ces fameuses pâtes à la bolognaise. Direction la salle du restaurant. C'est très aromatique. Un soupçon de parmesan, une fourchette et c'est parti. Alors, verdict, chef Marx? Elle est enrobée avec la sauce, le goût est là. On a un jeu de texture extraordinaire parce que la pâte est tellement fine qu'elle est fondante, mais quand même, elle est restée ferme. Ça, c'est délicieux. Avec un voyage comme ça à Bologne, ma pauvre Julie, le combat Carbo contre Bolo, c'est plié d'avance. Hein. Le match est plié, non mais comment t'y vas toi? Tout ça parce que t'as rencontré une maman qui t'a fait découvrir que c'était pas des spaghettis et tu continues de faire des spaghettis dans la bolo? Oui, je sais qu'elle va me tirer les oreilles la prochaine fois. T'as vu le personnage, hein, ça plaisante pas. Tu t'es fait un peu tacler quand même, hein? Ah quand même. Et j'ai aimé quand elle me aimé. dit tu parles pas au-dessus de la pâte. Et tu m'as sali ma Mais je mets des handicaps. Non mais c'est pas possible. En fait, c'est très embarrassant d'avoir un chef dans sa cuisine. Hein, ça complique la vie. Vite encombré. Bon, dis donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des soufflets de spaghettis, mais tu fais quoi? Pourquoi tu Oui, fais je me suis encore fait des nœuds au cerveau. Ouais, je vais on faire est d'accord. des bobines de spaghettis. Des bobines de spaghettis? Oui, tu vois, je beurre un petit peu le moule. Donc en fait, on est en train d'expliquer aux gens qu'on met jamais de la sauce bolognaise avec des spaghettis, et toi tu fais des spaghettis avec la bolognaise. Mais tu sais, parce que moi je ne connaissais pas. C'était la recette d'avant, avant ton voyage. Avant mon voyage. Je ne connaissais pas le spaghetti. Pour moi, spaghetti égale bolognaise, bolognaise égale spaghetti. Allez, assez parlé des bolognaises, je me concentre sur ma carbonara. Le match est loin d'être plié. Je fais fondre lentement et à feu doux ma charcuterie. Donc la carbo, c'est hyper simple. On a dit, la seule chose, c'est qu'il faut trouver des vraies charcuteries italiennes. À défaut, une poitrine séchée, mais pas fumée. En revanche, côté fromage, c'est assez particulier. On va utiliser le pecorino romano, qui est un fromage de lait de brebis, contrairement au parmesan, parmigiano reggiano, qui évidemment est un fromage de vache. Et là aussi, encore deux écoles, ceux qui utilisent le pecorino, qui est typiquement romain, ceux qui utilisent le parmesan, plus facile à trouver. Et comme d'habitude, mon grand courage m'a dicté de mettre les deux pour ne pas me faire d'ennemis. Et là aussi, je trouve qu'il y a un bon équilibre. Le pecorino est souvent un peu plus salé, avec ce petit goût pointu que tu aimes beaucoup, toi. Je sais que tu l'utilises souvent. Et le parmesan a ce goût unique qu'on aime tant, d'affinage. Et donc, j'aime bien mettre moitié-moitié. Voilà, c'est la recette moitié-moitié. Je laisse donc Thierry se faire des nœuds au cerveau, comme il le dit, et commence à m'occuper de mes fromages, 45 grammes de chaque. Quant à notre chef, il lance la chauffe de son eau de cuisson. Donc,
Thierry, tu fais des spaghettis bolognaises avec de l'eau gazeuse. C'est bien, on est proche de la ménagère, là, on peut dire que... Là, c'est super accessible. Hein. Mais chez Thierry, tout se justifie. Et bien là, elle est naturellement gazeuse et surtout, elle est salée naturellement aussi. Donc pas de sel rajouté pendant la cuisson. Non, Tu les cuis sans sel? Sans sel, ouais. Moi, pour moi, Bah oui. j'ai fait laisser avec ou sans sel. C'est Mais la même chose, c'est ça. C'est comme le riz. Les Chinois, ils salent pas le riz, ils salent pas les pâtes. Les Japonais, pareil. Vous ne pouvez pas dire aux Italiens qu'on ne sale Mais pas si, l'eau de c'est la pâte. sauce qui va être le condiment en fait. Ah, quand même, là, il y a un gros débat, là. Bon, alors un petit peu. Ah ouais, non, attendez. On va faire je comme veux toi, bien qu'on en moitié-moitié, mette moins allez, que 10 5. grammes, mais ne pas saler l'eau des pâtes, c'est fou, ça. Reprenons le fil de ma carbonara. Maintenant que mes fromages sont râpés, On va faire une sorte de pâte avec ce parmesan. Tu connais la recette traditionnelle. Du parmesan râpé ou du pecorino ou les deux, qu'on va mélanger avec des œufs, blanc et jaune, mais plus de jaune que de blanc. Et en fait, c'est cette pâte qui va nous donner la sauce déliée justement par l'eau de cuisson. Alors nos œufs, c'est finalement l'un des ingrédients indispensables de la recette. Hein. La charcuterie, les pâtes, les œufs, le fromage et basta. Et nous, on est allé prendre des œufs d'excellente qualité, des œufs de poule de Maran. La race est originaire de Charente-Maritime, mais là, on part dans l'Orne. Et René va nous expliquer tout ça avec son mari. pour me rendre compte de ce qu'est un œuf de belle qualité, je me suis rendue dans l'Orne, en Normandie, pour rencontrer René et Émile Guérinel et voir de plus près leur élevage de poules de Maran, une race rustique venue des marais poitevins que l'on appelle aussi la poule aux œufs d'or. Alors Émile et moi, on s'est lancés dans la poule Maran depuis 1995. On adore cette poule-là parce que c'est une poule très très douce. C'était une vieille race. On en a à peu près une bonne centaine en reproduction. Pour nous, c'est la meilleure des meilleures. Très bonne pondeuse, la Maran produit des œufs extra roux et d'un calibrage au-dessus de la moyenne. Mais pour cela, il lui faut de l'espace, de l'air, de l'herbe et de la bonne nourriture. On leur donne du blé, de l'avoine. Ah bah c'est que du naturel, vous voyez, ils mangent tellement bien l'herbe qu'il n'en reste même plus dans les parcs. Vous voyez que c'est pas de l'élevage intensif, hein. Ils ont leur petite cabane, ils sont 5-6 poules par parquet et tout, quoi. L'originalité de la poule Maran, c'est de nous faire des beaux œufs roux comme ça. Très très roux. Le jaune de l'œuf est beaucoup plus foncé. Et l'œuf plus goûteux aussi. Des œufs également plus charnus, de 70 à 80 grammes contre 60 en moyenne. Indéniablement la qualité supérieure pour René. Le jaune est 1 et 2 fois plus gros qu'un jaune d'œuf des œufs industriels. Chaque année, leurs poules pondent l'équivalent de 30 000 œufs, moitié pour la reproduction car leurs poussins sont réclamés aux 4 coins du globe et moitié pour la consommation. Une grande partie part en vente directe et chaque œuf est marqué pour être commercialisé selon des règles préétablies avec des codes allant de 0 à 3. 0 plein air bio, 1 pour plein air, 2 pour élevage au sol et 3 pour un élevage en cage. Vous l'aurez compris, il est préférable de privilégier les œufs dont le marquage débute par 0 ou 1. C'est quand même un produit très accessible, très complet hein, d'un point de vue nutritionnel. Et justement, on va mettre un œuf entier plus 3 jaunes, pour être précise. C'est parti pour les œufs. Donc ce petit mélange d'œufs, je vais y ajouter mon fromage et je vais battre tout ça et poivrer tout ça parce que ça c'est la clé, beaucoup de poivre dans la pâte carbonara. Mais c'est vraiment un ingrédient important, donc on prend un poivre de bonne qualité. Très bon, ouais. Et Léonora proposait même de torréfier les grains de poivre. Très bonne idée, ouais. Alors on torréfie les grains les gars, puisque c'est une injonction. Vous avez vu, en fait, on est en train de faire des pâtes, hein. C'est jamais que des pâtes. Et bien finalement, on se rend compte qu'avec une recette aussi simple, rien n'est fait au hasard. Il y a de moins en moins d'ingrédients, il faut être très très rigoureux sur chacun de ces ingrédients pour qu'ils développent vraiment leur saveur, leurs arômes. Tu vas les entendre éclater. Ah bon? Et oui, faut aller jusque-là? Comme les grains de café, oui. Ah bon? Eh C'est oui. vrai? Pour ce qui est de l'eau, on a dit qu'il fallait quand même globalement une grande quantité d'eau, ça on le sait, pour pas qu'elles attachent. Pas d'huile, environ 10 grammes de sel au litre, selon la tradition, mais après, moi j'en ai moins. En l'occurrence, 7 grammes au litre pour ma carbonara, les fromages étant déjà très salés. Cette cuisine italienne, elle accepte des réinventions, de l'innovation, et notamment une recette de notre invitée du jour, Eleonora Galasso, mais qu'elle a empruntée à un chef que tu connais bien, qui est Jean-François Piège, qui propose des carbonara de sèche ou de calamar. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
C'est au cœur de Paris que nous retrouvons Eleonora Galasso. Notre spécialiste nous propose une variante trompe-l'œil des pâtes, sans pâtes. Des carbonara de calamar, une création de Jean-François Piège, célèbre chef qui aime secouer les grands classiques culinaires. Les Italiens, on n'est pas que des mangeurs de pâtes et je trouve que c'est une manière de mettre en valeur justement d'autres ingrédients que les pâtes. Eleonora prépare donc l'ingrédient principal et original de cette recette, le calamar. Donc là, on va bien laver les poissons et ma petite astuce, c'est justement de bien l'égoutter et de bien l'essuyer. De cette manière, il sera bien doux et il n'aura pas ces goûts de caoutchouc. Et on va simplement couper en lamelles, des lamelles assez fines, d'environ moitié de centimètre chacune. Là, du coup, on n'a pas de pâtes, mais on a recréé les mêmes effets de spaghetti. Elle revient aux bases de la recette avec le mélange de fromage et d'œufs. Moi, je rajoute le pecorino. Ce qui est très important, c'est que les parmesans et les pecorino soient râpés très finement. Si vous ne faites pas ça, en fait, vous allez obtenir une crème qui n'est pas du tout onctueuse et harmonieuse. Avec 400 g de calamar, on va prendre un jaune d'œuf plus un œuf entier. L'œuf doit être extra frais puisqu'on doit les manger crus. Elle mélange rapidement les deux fromages et les œufs à du poivre torréfié au préalable. Et ça va dans les frigos, où il va justement reposer pendant 10 à 15 minutes, pas plus. Tant que la belle italienne met à profit pour préparer des morceaux de lard. Je me permets de substituer la pancetta par le guanciale. Coupé en gros dés d'1 cm sur 1, le guanciale passe à la poêle 10 minutes. Il doit être bien croustillant, bien jaune. Il faut que ça attende presque la texture des chips. Dans une autre poêle, Eleonora verse l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et y dépose une gousse d'ail. Voilà, il chante. Une gousse d'ail qui viendra juste parfumer les ingrédients. Les spaghettis de calamar prennent le relais dans le plat. Vous allez bien arroser votre calamar avec du vin blanc et vous allez les faire cuisiner pendant 10 à 15 minutes à feu moyen. Et contrairement à la recette traditionnelle, Eleonora agrémente sa carbonara d'herbes aromatiques, en l'occurrence de la coriandre et du persil, et d'une épice. Un tout petit peu de muscade. Tous les ingrédients sont prêts, le mélange d'œufs et de fromage sorti du réfrigérateur, il ne reste plus qu'à les assembler. Là, c'est la célébration de goût, hein. Et pour lier le tout et obtenir une sauce bien crémeuse, Eleonora a une astuce. Puisqu'il n'y a pas de pâte, l'eau de cuisson de pommes de terre avec plein d'amidon va remplacer l'effet de l'eau de cuisson de nos spaghettis. Elle y ajoute une partie des dés de guanciale avec leur jus. Ça a l'air scandaleusement délicieuse. Et dresse les calamars dans l'assiette avec le reste de poivre torréfié et les herbes fraîches. Et voilà, la petite touche colorée sur votre plat. Du zeste de citron, non traité bien sûr. Notre carbonara de calamar est prête et il ne me reste qu'une chose à vous dire. À l'attaque! Qu'est-ce que tu en penses de cette recette? Super recette. D'abord, oui, c'est une réinterprétation de la recette de Jean-François Piège. À savoir qu'au Japon, on fait beaucoup de sèches crues, cuites comme des pâtes. Oui, absolument. Et dans la région de Miyazaki, au Japon. Eh, dis donc, votre poivre, vous aviez raison les gars, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que ça sent bon. Mais ça, pour toutes les épices, c'est vraiment la bonne astuce. Hein. N'est-ce pas? Donc là, c'est bien ce que je disais, tu mets des culottes aux mouches. Je mets des culottes aux mouches. C'est ça, voilà. Il y en a qui enfilent des nouilles, bon bah Thierry... Non mais en même temps, il faut bien légitimer les étoiles. Je veux dire, il y a un moment où on fait les pâtes comme tout le monde. Ça, c'est mes années maternelles, collier de nouilles. Alors, pour rentrer dans les détails, tes pâtes, tu les as cuites très al dente, non? 9 minutes. 9 minutes, oui, mais alors 9 minutes, ça me dit pas grand-chose, mais oui, elles sont très al dente quand même. Hein. Bon, moi, je mélange mes petits œufs avec le parmesan, et ça commence à faire une pâte onctueuse. Et les garçons, finalement, avant le XVe siècle, avant que les tomates n'arrivent de ce qu'on croyait être les Indes, eh bien, il y avait des sauces bolognaises qu'on appelle là-bas ragoût d'ailleurs pour la plupart du temps.
à base de viande, mais sans tomate. Donc l'origine de la bolognaise serait sans tomate. Et c'est pour ça qu'on en met si peu d'ailleurs. C'est ce que nous a expliqué Gabrielle, ou plutôt Gabriele. Et elle nous propose donc la sauce originale, si tant est qu'elle existe, la sauce al ragù bianco. Cette fois-ci, pas la peine de traverser l'Italie pour découvrir une recette ancestrale de pâte à la bolognaise. Direction Limoges, où nous attend Gabrielle Goulet, italienne dans le cœur et dans l'âme. Cette ancienne enseignante a vécu en Sardaigne où elle a rencontré son compagnon Fabio et a même participé au jumelage entre le Limousin et l'Émilie-Romagne. C'est dire si elle a le pays dans la peau. Elle nous propose aujourd'hui la version toscane, venue de Sienne, des fameuses pâtes dites à la bolognaise. Il n'y a pas de tomates. Donc c'est pas un ragoût rouge, c'est un ragoût blanc. Donc on va couper nos légumes. Une carotte, du céleri, un oignon qu'elle attaque en premier d'ailleurs. Et on va le ciseler très finement, comme ce qu'on va faire pour les deux autres. Elle les met tous dans un faitout en y ajoutant une feuille de laurier, du romarin et elle couvre avec de l'huile d'olive. Maintenant il ne reste plus qu'à faire suer les légumes. Pendant la cuisson, elle s'occupe de la viande, en l'occurrence du porc. Gabrielle a pour l'occasion choisi une race locale du Limousin, appelée cul noir. C'est une race assez ancienne de porc qui avait quasiment disparu au tournant des années 50. C'est un porc qui fait relativement peu de chair et une chair très grasse. Et des amis qui habitaient à Sienne m'avaient parlé d'une race qu'on retrouve dans la région qui s'appelle le Cintasenese et qui a les mêmes particularités. Et donc on utilise pour faire de la charcuterie et aussi cette recette-là. On peut la hacher, mais c'est un peu dommage avec une viande de cette qualité. On va la couper en tout petits morceaux très très fins. Aussitôt dit, aussitôt fait, et la viande rejoint les légumes dans la foulée pour être colorée. Donc c'est une viande qui, pour la recette finale, va donner un côté très parfumé, un côté un peu fondant, un peu gras, parce que c'est une viande qui est très persillée. Elle ajoute un verre de vin blanc sec et le laisse s'évaporer. On va rajouter un demi-verre d'eau et on va couvrir et on va laisser cuire. Au minimum 40 minutes. Classiquement, dans la bolognaise, c'est là qu'on met la passata de tomate, la sauce tomate. La grosse différence dans la recette, elle se fait ici. Le seul intérêt de ne pas mettre de tomates, au-delà de l'acidité que ça apporte, c'est quand on a des viandes blanches, par exemple comme le lapin, ou des viandes très délicates ou très parfumées comme c'est le cas ici, ça permet de ne pas trop couvrir la saveur de la viande. Gabrielle surveille régulièrement la cuisson, ajoute un peu d'eau si nécessaire pour éviter à la préparation de sécher. L'occasion de revenir sur cette recette des origines. Je pense qu'en réalité, la recette existait avant l'apport de tomates en Italie. Le ragoût en Italie, ça date à peu près du XIIe siècle, XIIIe siècle. Alors que les tomates originaires d'Amérique centrale ne sont arrivées en Europe qu'au XVIe siècle. C'est pour ça qu'on fait classiquement sans tomate. Le ragoût est prêt, ne reste plus qu'à en recouvrir généreusement des pâtes fraîches, le tout saupoudré de parmesan râpé. Bon appétit! La vraie pasta al ragoût. Oui, puis elle remplace la tomate par le vin blanc, donc il y a la même acidité, c'est intéressant. Et les pici, ça ce sont des pâtes qui sont assez peu connues, qui sont vraiment typiques de la région de Sienne. Et j'ai un souvenir de pici, cacio e pepe, fromage et poivre. Et on est un peu dans ce registre. Tiens, en parlant de fromage et poivre, vous voulez goûter ce pecorino là? Il a l'air très très bon, il a l'air assez frais. Tiens, regarde, je sais que tu aimes bien le fromage. Merci. C'est agréable ça se mange comme ça. Moi je trouve que ces fromages doivent être mangés à l'apéritif quand ils sont bons. Alors, donc toi tu es toujours en train de monter tes spaghettis dans ton petit ramequin. Quand je cuis le bouillon qui me sert à faire bouillon de volaille ou le bouillon de bœuf qui me sert, j'ai récupéré un peu de farce fine de volaille. Ah d'accord. J'ai gratté un peu sur la carcasse et ça me permet de coller ma pâte. Maintenant, farce fine de volaille qui est constituée de quoi en dehors de la volaille? Rien, j'ai mixé. Juste volaille mixée, volaille cuite mixée. En fait, je prends le filet mignon de la volaille, on récupère là, un petit point de volaille, je mixe et avec mon doigt, je colle mes pâtes avec. Ça va colmater un petit peu naturellement. Voilà, ça va tenir la bobine. Tenir la bobine. Je sens que ça va être très beau et très spectaculaire. Ouais. Alors, pour ceux qui auraient envie de faire les vrais tagliatelles à la bolognaise, donc on a dit pâtes aux œufs, c'est intéressant de savoir qu'il y a des Français qui font des pâtes selon les règles italiennes, avec beaucoup de respect quant à la fabrication. Et tout ça répond aussi à des codes très précis. Et c'est Jean qui va nous expliquer comment on fabrique des pâtes italiennes à la française à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard.
route avec Micheline. Cette fois-ci, je traverse la France pour me rendre dans le Gard, plus précisément à Bagnols-sur-Cèze, à la rencontre de Jean et Nathalie Morenilla. Fait maison, voilà. Anciennement primeurs sur les marchés, c'est la passion pour la vera pasta fresca qui les a fait changer de vie et ouvrir en 2012 un atelier boutique où les gourmets se pressent. On a 8 formes de pâtes. J'en fabrique 4 par jour, ce qui permet d'avoir plus de choix. Et Jean les fabrique toutes dans l'atelier attenant. Il faut une semoule de blé dur, qualité supérieure de préférence. C'est de l'extra fine. Une semoule qui est assez colorée, riche en protéines, donc ce qui donnera une pâte, une bonne texture et un bon goût à la pâte. Moi, j'ai fait le choix de travailler avec des œufs frais parce que le goût est différent. Et puis, tout simplement, il faut un peu d'eau pour que le pétrissage puisse se faire. C'est parti. La loi française dit qu'il faut 50 grammes d'œufs frais par kilo de semoule. Et moi, je mets 200 grammes, ce qui donne une texture différente à la pâte. C'est en machine que les ingrédients vont être pétris 20 minutes. Ici, on va mettre la semoule. Donc, on va incorporer doucement le mélange des œufs frais avec un peu d'eau. Jean va ensuite chercher les filières, les moules permettant de donner à chaque pâte leur forme. Alors, il existe 2 sortes de filières au bronze, c'est-à-dire 100% bronze, style celle-ci. Et ensuite, il existe une gamme de filières bronze, mais avec du téflon. C'est ce petit revêtement blanc qu'on voit au milieu. Alors, ça permet de gagner du temps parce que la pâte passe plus rapidement au travers de la filière. Mais l'inconvénient, c'est que la pâte est lisse. Donc, lorsque vous allez l'assaisonner après l'avoir cuite, eh ben, elle va s'imprégner 2 fois moins de l'assaisonnement, de l'huile d'olive, du beurre, de la sauce tomate. Inutile de vous dire que Jean a opté pour la méthode ancestrale italienne et plus longue, 100% bronze. On va commencer par les tagliatelles et on va extruder les pâtes. C'est-à-dire non pas les écraser comme dans un laminoir, mais les presser et les modeler grâce au fameux moule. Ce qui donne une pâte rugueuse à la surface. Les pâtes sont ondulées, ça changera même le goût de la pâte. Et pour les pâtes courtes, c'est avec une nouvelle filière et une lame motorisée que cela se passe. Mais au fait, pourquoi tant de formes de pâtes? Chaque pâte a son utilisation. Alors il faut savoir que quand c'est des pâtes en sauce, il vaut mieux prendre des pâtes courtes, bien rugueuses, parce que la sauce adhère mieux. Et c'est vrai qu'en bouche, lorsqu'on mastique une pâte épaisse, eh ben, on a un autre ressenti, quoi. Si la plupart de ces pâtes sont fraîches, Jean en produit également des sèches. La recette est la même, mais elle repose sur une plaque afin de se déshydrater. Si cette étape est habituellement réalisée en 3-4 heures à haute température, Jean, lui, prend son temps. Nous, on a choisi le process de basse température, à 40 degrés environ. Donc c'est beaucoup plus long, mais la pâte, elle garde son goût et sa qualité gustative. Et ce ne sont pas les clients du jour qui vont le démentir. Tu connais en pasta, toi, non? Un peu, j'en ai dessiné quelques-unes. Ouais, c'est intéressant, ça. T'as imaginé des modèles de pâtes? Des modèles de pâtes, dont la plume. Une petite pâte qui est pointue des 2 bouts. Tu nous l'as pas apporté. Tu fais ton modeste, en fait. J'ai fait mon humble. Mais la forme conditionne le goût. Et c'est là-dessus que je voulais vous présenter 2-3 petites choses. Parce qu'au-delà de l'aspect esthétique, il y a vraiment un rapport entre la forme, la surface finalement, parce qu'on mange de la surface. Toute cette surface, par exemple, d'une pâte, quand on regarde ça, ces stries, la sauce va rentrer à l'intérieur. Et donc, plus une pâte va être striée, plus elle va absorber de la sauce. Oui, donc, si je mange ça, je vais manger beaucoup de sauce. Si on imagine la même forme mais toute lisse, j'aurai plus le goût de la pâte. Je vais manger la sauce à la cuillère à la fin, quoi. C'est ça. Alors, par exemple, ça, on va dire, c'est un morceau comme un spaghetti. J'ai fait ça avec une feuille de papier. Oui. D'accord ? Et pour faire ce genre de forme, par exemple, il m'a fallu 4 feuilles de papier. Donc, en gros, 4 fois plus de sauce ici. Et puis, un rendu sur la langue différent. Et un rendu sur la langue complètement différent. Donc, il y a vraiment un effet. Et alors après, le côté aspérité, je vais rebondir là-dessus, parce que la sauce, pourquoi elle accroche? Il y a tout un gros travail qui est fait par les artisans qui fabriquent justement ces pâtes, de rendre une pâte qui va accrocher le plus possible la sauce. Parce que sinon, ça peut glisser. Et du coup, ça... Voilà, la rugosité. Alors, pour vous montrer ça, j'ai pris 2 pâtes et l'une, je l'ai polie. Lasagnes, donc. Des lasagnes, voilà. Alors là, pour le coup, très plates, mais j'ai fait un travail sur la surface. Mais c'est pour vous montrer l'effet, l'importance de cette rugosité. Alors la première sauce tomate qu'on va mettre dessus. Sauce tomate à la pipette. Mais oui. Et on voit, c'est ce qu'on appelle un effet mouillant.
la sauce rentre très très vite dans la pâte. Ça, c'est la lasagne que Ça, tu as c'est la lasagne polie. traditionnelle, Non, non polie. traditionnelle, non Voilà. polie. Et oui, et regarde, vous voyez la Ah différence. oui, oui, effectivement, les billes restent en billes. Les billes restent Elles en ne billes, s'intègrent donc- pas. Ah oui, c'est manifeste. Ça, Ouais, c'est manifeste et magnifique. vrai. Ouais. Ça, c'est une pâte qui va vraiment prendre la sauce. La pâte non polie. Voilà, La tandis pâte que mal ça, élevée. ça va perler et finalement. Ouais, c'est fou. Ben oui, et donc ça, c'est pas très C'est intéressant. réalisé sans trucage. Sans trucage, on est à la télé. non, mais c'est vraiment. Donc là, l'intérêt, c'est de faire des pâtes très rugueuses. On ne se rend pas compte, mais si on regarde ça au microscope, ça va ressembler à un crépi, à un mur, vraiment avec des rugosités. Et la sauce va vraiment s'accrocher à chaque fois. Et là, c'est beaucoup plus intéressant de manger ça qu'une pâte qui n'a pas été. Et le problème du laminage, c'est ça aussi, c'est que plus c'est mécanisé, traitements mécaniques, voilà. plus c'est une pâte qui est moins intéressante. On étire D'ailleurs, les gluten. Voilà, Ouais. et c'est ce qu'on s'expliquait tout à l'heure avec Anna, qui interdit dans sa cuisine et dans son laboratoire de fabrication de pâtes tout ustensile mécanique. Eh ben, c'était passionnant. Donc voilà. Allez, on retourne dans notre cuisine. Merci pour cet éclairage, Mais Raphaël. de rien. Gragnano. Gragnano. Avec le grain. On a invité la- Voilà Eleonora. On va prendre cher. On va prendre cher, ouais. Bonjour Eleonora. Buongiorno Julie. Buongiorno. Benvenuti. ça va? Ben, ça Merci va bien, beaucoup. Merci. On est en pleine pasta. Bonjour Thierry. Bonjour, ça va? Thierry, Vous allez Eleonora. bien? Bien, bien, bien. Notre Quel spécialiste bonheur. de la cuisine romaine. Ah, merci pour me recevoir aujourd'hui. Eh bien, je t'en prie. Dans Tiens, tu as votre compris où cuisine. était le porte-manteau. Ouais, on voit que les Romains sont chics quand même. Voilà, hein. oui. Je vais me mettre à l'aise tout de suite, hein, ben, comme au à la contraire. maison. Oui, d'accord bah, absolument. Voilà. Ah, comme moi, nu sous le tablier. C'est comme ça que ça marche à la Soyez à maison. l'aise. Moi, je suis sous la toque. Alors, je vois, Julie, que tu as coupé en lamelles. Alors, j'ai coupé en allumettes, on pourrait dire, mais quand même en grosses allumettes, le guanciale et la pancetta. Mais tu vois, de temps en temps, j'aime bien mettre des morceaux un peu plus gros pour que ce soit irrégulier. C'est très bien que ça soit régulier. À Rome, on le fait particulièrement en dés, en fait. Un dé d'environ 1 cm C'est ce que chacun. tu disais. Mais Et- tu vois, Fulvio aussi disait, lui, très très fin. Alors bon, là, on est dans la réinvention, mais j'ai essayé de trouver l'entre-deux. Toi, tu l'as fait en morceaux beaucoup plus gros. Oui, oui, parce qu'en fait, comme ça craque dans la bouche, mais l'idée, c'est que ça soit fondant. Et là, je vois que la pancetta et les guanciale sont très, très bien caramélisés et ils vont vraiment être fondants dans la bouche. J'aime beaucoup le fait qu'on ne rajoute pas à... Là, c'est prêt, c'est Bien, al dente. d'accord. hein. Allez, hop, on y va. Alors, on garde l'autre cuisson, on est d'accord. Hein, Ah on oui, garde tout un à fait, bol, hein. c'est très important. Allez, hop, zou. Et là, les mélanges œufs et fromage reposent tranquillement au frigo. Et c'est ce que j'ai fait, mais je l'ai sorti un peu à l'avance pour pas qu'il soit trop froid, parce que je me suis dit que sinon... Il faut que ça soit froid. Il faut que ça soit parce froid. que Ah bon, vous, très bien. vous Ah ben, je l'ai- allez, ben, je vous l'ai pas allez sorti. le mélanger et les combiner tout de suite aux pâtes. Comme ça ne devient pas une omelette, justement. C'est ça. Et l'eau de cuisson. Et l'eau des cuissons, tout à fait. Pendant ce temps, Thierry enfourne ses sphères de spaghettis bolognaise. Je suis bien curieuse d'en découvrir sa version. Voilà. Allez, on va en mettre un petit peu et on va tout mélanger. Comme ça. Voilà. Et il faut faire vite avant que ça ne cuise les œufs, bien sûr. Hop. Dis donc, c'est vachement al dente, hein, Oui. c'est bien. Oui, ça va. absolument. D'accord. Mais ça continue à cuire, hein, Julie. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. Faites confiance. Détendez-vous, Julie. Tout va bien. Confiance. Tout va bien aller. Et confiance. Et confiance, t'as raison. Ah mais on s'est mis la pression sur les pâtes. Ah, on là, s'est mis la pression, mais oui, mais parce qu'on n'est pas de là-bas malgré tout. Alors, on a mis peut-être une moitié de ça. Comme ça, après, on peut même décorer nos Il n'y en a assiettes. plus. Oui, c'est bien. Oh, on n'est pas là pour décorer. Moi, je dis Thierry décore. Et moi, je fais la tambouille, hein, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On va décorer avec du fromage. Non, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ça sent bon. Ouais. Ça sent bon. Et alors, comment tu les dresses, toi, Eleonora? Alors, Comme ça, ça exactement peut comme toi, tu les fais. Et ensuite, voilà, c'est très, très On bien. nie, Avec en une fait, une fourchette, sorte de nid. exactement. Allez, on se met à table? Allez, on y va. La pasta n'attend pas. Notre seconde invitée est sur le point d'arriver. Alessia Serafini, designeuse italienne installée à Paris et qui par passion a consacré un ouvrage aux pâtes tout en illustration. Bonjour Alessia, bienvenue. Juste à temps pour la pasta. Bienvenue, bienvenue. Et c'est d'ailleurs avec mes pâtes que nous débutons, les bolos version Planète Marx étant encore au four. Alors, allez-y, parce que déjà, ça va pas être suffisamment chaud. Je suis dans un état de tension extrême.
Alors l'avantage, c'est que c'est délicieux. toi qui as décidé que la cuisson était achevée, donc au moins s'il y a une remarque, je ne la prends pas à mon compte. C'est bon, c'est croustillant, c'est... la sauce est assez crémeuse, vraiment. Et c'était justement bien de la faire reposer. Elles sont délicieuses, les pâtes, hein, vraiment délicieuses. La torréfaction du poivre Ouais, ça change finit tout. la longueur en bouche. Et tout à l'heure, Éléonora a pris l'initiative de poivrer les assiettes et je me suis dit, mais c'est déjà très poivré et tu as complètement raison. Il faut vraiment, le poivre est un ingrédient majeur de la recette. Est-ce qu'on mange des pâtes dans toutes les régions d'Italie? Tout à fait. Tout à fait. Tout à Même fait. dans le nord où il y a beaucoup de riz? Tout à fait. On a plus que 1000 types de pâtes en fait tout au long de l'Italie et puis on les combine avec des sauces qui sont au beurre dans le nord d'Italie et à l'huile d'olive à partir de la Toscane jusqu'au sud d'Italie. Tout à fait, avec plus de légumes dans le sud de l'Italie. Et souvent avec une viande plutôt, comment dire, un peu plus chargée, donc des sauces un peu plus caloriques aussi vers le nord de l'Italie, notamment pour... logique. Chaque plat, chaque assiette, les lendemains devient quelque chose d'autre dans une autre assiette. Par exemple, les tagliatelles, les restes des tagliatelles donc, devenaient en fait pour les vendredis des mal coupés, les mal taillés. Lundi, on fait tel type de pâte avec le bouillon jusqu'au dimanche. Mardi, on prend en compte les chutes de pâte pour le vendredi. Jeudi, c'est le ragoût qui va jusqu'au samedi. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y avait vraiment une planification très, très astucieuse des ingrédients. On ne jette rien, hein. On est gaspillage. Les hostilités commencent. On avait dit bolo contre carbo. Ah oui, mais là, on est dans une autre catégorie. Là, on peut plus. Je boxe pas dans la tienne, moi. Moi, je suis poids léger, là. Magnifique. La fameuse pasta dite à la bolognaise, finalement, elle s'appelle pas bolognaise dans sa ville natale. Alors, déjà, bolognaise indique ragoût, donc les tagliatelles et ragoût. Donc, selon les familles, parce qu'il faut le dire, il y a énormément de variantes. Le ragoût est... Ouais, le ragoût est délicieux, sympa. oui. C'est vraiment un clin d'œil franco-français avec une partie design, parce que, voilà, pour te rendre hommage. Mais l'idée, c'était ça. Alors, je dois dire que la recette de la carbonara était sans faute. Et donc, les parmesans, même s'il était fait à la main... Mais toi, t'es en compète, là. Tu vois, t'es sortie du cadre. Et alors, mais c'est une recette de maman. Mais je reconnais, tu peux pas lutter. La recette des bolognaises, moi, je ne suis pas l'experte, je l'ai trouvée absolument délicieuse. Et en fait, les goûts, exactement les goûts qu'on retrouve le ragoût est délicieux chez la nonna de Bologne. J'espère qu'on vous a donné envie de faire des pâtes un peu autrement chez vous. Voilà, sans crème, sans beurre, presque sans huile d'olive d'ailleurs, en l'occurrence pour la carbonara, avec beaucoup de cœur. Et beaucoup de respect d'ailleurs des anciens et une certaine capacité à innover aussi. Et à transmettre. Et à transmettre.